cette deuxième journée des thèses, donc on va avoir tout de suite 4 présentations techniques donc en plénière. Voilà, donc tout de suite, je donne la parole à Lucie Bresse. Bonjour à tous, donc je suis Lucie Bresse, une thésarde en 3e année dans le domaine matériaux et dans le projet Surfinov. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon activité de thèse qui porte sur l'activation des composites pour l'aéronautique à matrice thermoplastique par la technologie de plasma froid dans l'objectif d'améliorer l'adhérence des revêtements appliqués sur ces composites. Donc je suis encadrée au niveau du Laplace par Nicolas Gherardi et Nicolas Naudet et au niveau de l'IRT par Bertrand Rive. Ok, donc le contexte industriel de cette thèse, c'est un contexte d'utilisation grandissante de ces composites à matrice thermoplastique, notamment la matrice PIC, polyéther-éther-cétone, qui est représentée à côté ici et qui présente 3 cycles aromatiques. Donc ces cycles aromatiques confèrent à la matrice une très grande stabilité et donc une possibilité de soutenir des charges importantes tout en restant léger. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise dans l'aéronautique notamment. Cependant, il présente des inconvénients assez importants. Donc, une grande inertie chimique qui fait que quand on va appliquer le revêtement, il n'y aura aucune liaison, très peu de liaisons qui vont être générées entre le revêtement et le composite. Donc, c'est un point négatif pour l'application des peintures. Actuellement, ce qu'on fait pour appliquer ces peintures sur ces composites, c'est qu'on les prépare manuellement en faisant du ponçage. C'est un procédé qui n'est pas très reproductible, qui implique des transgressions au niveau des normes environnementales. Donc on cherche à aller plus loin et à trouver des procédés plutôt voie sèche, tels que le plasma à la pression atmosphérique, pour venir modifier de manière physique et chimique les surfaces avant application de peinture. Donc ici, je vous présente une planche générale de tous les types de plasma, toutes les familles de plasma, pour y voir un peu plus clair. Donc on a 2 grandes familles, les plasmas froids, les plasmas chauds. Dans les plasmas froids, on peut diviser en 2 sous-parties, les plasmas faiblement ionisés, où là on va avoir une différence entre la température des électrons qui est présente dans le plasma et la température du gaz en général qui est très différente. Donc on dit qu'on est à l'extérieur de l'équilibre thermodynamique. Donc dans ces plasmas-là, on peut retrouver les plasmas à la pression atmosphérique, mais aussi à basse pression. On peut trouver des plasmas directs et des plasmas de post-décharge. Ensuite, dans la famille des plasmas fortement ionisés, qui restent froids mais qu'on appelle plasmas thermiques, on a un équilibre thermodynamique qui est atteint et ça va nous permettre de venir avoir des applications de découpe de métaux, par exemple, avec des températures qui sont beaucoup plus hautes. Et ensuite, la famille des plasmas très chauds, qui sont typiquement le soleil, les étoiles, etc. Donc, dans l'industrie, chaque type de plasma va avoir ses applications, ses procédés. On peut citer notamment, dans le cas des plasmas faiblement ionisés, les procédés Corona, qui sont souvent très connus pour l'activation de surface. Dans notre cas, nous, on est dans un plasma à la pression atmosphérique, donc considéré comme haute pression, et on est en plasma de post-décharge. Dans les plasmas fortement ionisés, on peut citer les torches plasma, donc utilisées pour découper les métaux. Et puis une application connue des plasmas chauds, c'est le projet ITER. Donc là, je vous présente l'équipement plasma que j'ai utilisé durant cette thèse. C'est un plasma de post-décharge à la pression atmosphérique fourni par la société Axis Technologies, donc on peut appeler ça une torche plasma. Elle est appropriée pour les surfaces en 3 dimensions vu qu'elle est montée sur un robot 3 axes. Je peux utiliser différents gaz, j'ai accès à différents paramètres opératoires pour venir optimiser mon activation de surface. Et les mesures de température que j'ai faites ont montré qu'on était bien en présence d'un plasma froid. Donc l'objectif de cette thèse, c'est de faire monter en maturité cette technologie dans l'industrie aéronautique, dans l'objectif de venir mieux comprendre les phénomènes qui permettent de faire adhérer mon revêtement au substrat composite. Donc pour ça, je vais vous montrer aujourd'hui des résultats de 2 techniques différentes. La première, c'est la caractérisation des modifications physiques de surface par un microscope à force atomique qui va permettre en fait, de sonder la surface et venir quantifier la rugosité, par exemple. Et enfin, des résultats de caractérisation de l'amélioration de l'adhérence d'un revêtement par la technique de flexion 3 points. Donc cette technique-là, elle est
pas souvent utilisée pour caractériser l'adhérence, mais le principe en fait c'est de venir soumettre mon composite en gris en flexion 3 points. Ce composite il aura été activé puis revêtu par le revêtement utilisé dans cette étude. Et ensuite, une fois soumis en flexion, on va venir récupérer une courbe de charge-déplacement typique. Et l'apport principal de cette technique-là, c'est la présence de ce raidisseur qui est appliqué qui est en époxy et qui est appliqué sur le revêtement, qui va venir créer une discontinuité de contrainte et va rendre l'ensemble beaucoup plus sensible aux variations physico-chimiques des interfaces. Donc tout l'intérêt, vu que le plasma va modifier l'interface d'un point de vue physique et chimique. Donc voici quelques quelques résultats de microscope à force atomique où on voit que j'ai sondé donc des très petites surfaces de l'ordre de 5 par 5 micromètres carrés. Et donc ça c'est une surface référence, donc nettoyée, non activée. Et sur ces surfaces, j'ai relevé deux grandeurs, la rugosité arithmétique classique, mais aussi la surface spécifique, donc en fait le pourcentage d'évolution de la surface analysée qui fait 25 micromètres carrés par rapport à une surface qu'on aurait développée. Si maintenant j'applique mon plasma et que je viens activer par plasma d'air la surface, on s'aperçoit qu'on a grosso modo une surface qui est assez ressemblante à la référence, donc peu de modifications majeures. On a des rugosités qui restent assez proches de la référence et des pourcentages d'évolution qui sont assez faibles. Si maintenant on vient venir activer par plasma d'azote, on se rend compte, peut-être que vous voyez pas trop, mais il y a plein de nanopics qui sont de plus en plus effilés à mesure qu'on augmente la puissance. Et ces nanopics-là ne vont pas directement influencer la nanorugosité, mais le pourcentage d'évolution de cette surface. Donc on va avoir une surface spécifique plus importante, donc on va pouvoir penser qu'on favorise derrière les phénomènes d'adhésion. Donc c'est pour ça qu'on a voulu caractériser l'adhérence par flexion 3 points. On obtient des informations autant quantitatives que qualitatives, donc c'est aussi un point positif. Et il faut savoir que ces échantillons-là, je les ai d'abord vieillis à l'eau. Une fois qu'ils ont été revêtus, activés, je les ai vieillis à l'eau, afin de favoriser un peu les défauts à l'interface. Parce que les premières campagnes de mesure ont montré que, quelles que soient les configurations, l'adhérence était parfaite, donc je ne pouvais pas tirer de conclusions. Donc on a voulu un peu mettre en avant tous ces défauts et pouvoir tirer des conclusions. Donc on commence toujours par le plasma d'air. J'obtiens donc, comme je vous l'ai dit, cette courbe typique où on montre que la charge évolue jusqu'à un moment où l'interface se casse, on a la rupture et ensuite la propagation de la rupture le long de l'échantillon. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette pente, la valeur de cette pente qui va être représentée par les points rouges et en fait qui représente la rigidité du système complet. Donc ça va être intéressant pour regarder la reproductibilité et savoir si j'ai pas dégradé de façon importante mon substrat. Et ensuite la valeur maximale de charge qui correspond du coup à l'adhérence. Donc si on regarde le graphique qui est exprimé en fonction de la puissance, donc la valeur de rigidité reste autour de la référence, on n'a pas de dégradation due au plasma. En revanche, les points noirs qui représentent l'adhérence en fonction de la puissance, on a une légère tendance à la diminution, même si on reste très proche de la référence. Donc c'est bien là l'effet du vieillissement qui fait qu'on a des valeurs qui sont beaucoup plus faibles. Et bien sûr, bon, c'est associé à des ruptures qui sont adhésives, donc à une interface. Si maintenant on regarde par plasma d'azote, les points rouges montrent toujours qu'on a une absence de dégradation à long range, et ensuite les points noirs représentent ici l'adhérence, donc on a là une légère augmentation d'adhérence. Donc ce dernier point vient en concordance avec les mesures d'AFM qui montrent que du coup on a une surface spécifique plus importante, donc on peut laisser supposer que la peinture va venir adhérer un peu mieux les anfractuosités de la surface et donc plus de liaison, donc plus d'adhérence. Donc basé sur ces résultats mais aussi sur d'autres résultats que je ne montre pas ici et qui sont des caractérisations chimiques ou des mesures de mouillabilité,
On a pu tirer quelques hypothèses. Donc, sous plasma d'air, il semblerait que les phénomènes qui expliquent l'adhésion, l'amélioration de l'adhérence, en tout cas, sont plutôt d'origine chimique et physico-chimique, donc qui sont expliqués par les théories chimiques et de mouillabilité de l'adhésion. En revanche, sous plasma d'azote, on a plus une prévalence de la théorie de l'ancrage mécanique qui permet d'expliquer l'adhésion sous plasma d'azote. Ok, donc le plasma, notre équipement plasma a montré que on a une amélioration de l'adhérence, on a des modifications physico-chimiques qui se passent en fonction de différents paramètres, mais la vraie question qui se pose pour l'industriel, c'est quel est le meilleur équipement, comment se positionner par rapport à d'autres équipements, sachant qu'il y a plein de paramètres différents, plein de configurations différentes. Donc l'approche que l'on a voulu mettre en place ici, c'est justement d'utiliser un seul paramètre unique et global qui prend en compte l'énergie que l'on va déposer dans le substrat, sur le substrat, et également le temps d'interaction entre ma poste décharge et le substrat. Donc c'est le concept de dose plasma qui est connu dans les procédés Corona par exemple, mais aussi dans d'autres procédés tels que le séchage UV. Donc, qu'est-ce que cela implique de mettre en application cette dose plasma pour des remote plasma, donc des plasmas de post-décharge? C'est que, on le voit ici, la différence entre la post-décharge, donc les molécules actives, et l'air n'est pas visible, on ne peut pas le mesurer à l'œil nu. Ensuite, on a du fait de la post-décharge qui se déplace sur le substrat et qui vient quadriller la zone, on a un possible recouvrement ici qui fait que ça va impacter l'énergie reçue par le substrat. Donc tous ces paramètres-là montrent d'autant l'importance de passer plutôt par une dose plasma que par l'ensemble de paramètres opératoires. Donc basé sur toutes ces réflexions-là, on a utilisé des équations qui sont déjà présentes dans la biblio et on les a appliquées à notre équipement Axis. Donc on a exprimé la surface d'interaction sur la base de plusieurs caractérisations, qui est ici en vert, et on a pris en compte, on a ajouté un terme qui n'existait pas encore dans la biblio, l'overlapping, donc le recouvrement, qui prend en compte le passage de la buse en fonction de cet espacement, donc ce qu'on va appeler le gap, le pas, pardon. Donc en utilisant cette équation-là et en récupérant les données d'adhésion qu'on a obtenues par flexion 3 points, on a tracé des abacs de la dose pour l'air et pour l'azote ensuite. Donc ces abacs-là montrent l'expression de la dose plasma qui a été calculée pour l'air en joules par mètre carré. Donc dans ce cas-là, elle varie d'environ 10 puissance 7 à 10 puissance 8. Et ici, c'est les valeurs d'adhérence qu'on a obtenues tout à l'heure. Donc ce qu'on s'aperçoit ici, c'est qu'on a une évolution de l'adhérence en fonction de la dose plasma. On voit que, même si la tendance n'est pas réellement visible, qu'il y a une légère augmentation avec des points à isodose qui présentent du coup une adhérence qui est assez proche. Donc ça illustre qu'on a une capacité à venir optimiser une activation en passant justement par cette dose plasma. Elle rend compte réellement des phénomènes qui se passent à l'interface. Voilà, donc c'est ce que je dis. Le fait aussi qu'on ait un équipement industriel fait qu'on a la possibilité de mettre en place cette équation et donc d'avoir des paramètres qui sont reproductibles. Ça, associé à des compréhensions des interactions, fait qu'on va pouvoir optimiser l'activation sous plasma d'air. Si maintenant on place sous plasma d'azote, donc on a une figure qui est assez différente. Tous les points sont concentrés en une zone de la figure. On a une espèce de saturation des modifications de surface. Et les doses de plasma ici sont beaucoup plus faibles, aux alentours de 10 puissance 6 à 10 puissance 7. Donc ici, on a une saturation qui est peut-être expliquée par cette surface spécifique qui est très importante, en tout cas qui est beaucoup plus importante que sous air. Et donc, pour venir essayer d'expliquer cette saturation, on est venu, grâce justement à cette équation et à la surface d'interaction étudiée, comparer justement les surfaces activées réellement sous azote et sous air. Donc, pour une même puissance, des mêmes procédés opératoires, on se rend compte qu'une surface activée sous plasma d'azote va avoir cette taille-là comparée sous air,
où en fait, sous azote, elle est environ 4 fois plus importante, pour des mêmes paramètres opératoires. Donc là, on voit réellement l'importance d'étudier cette surface, parce qu'en fait, si on se place à un point où on va venir déposer futurement un revêtement, ce point-là a été activé 4 fois par le plasma sous azote, alors que sous air, il a été activé 1 à 2 fois. Donc on se rend bien compte qu'il y a une saturation qui peut être expliquée ici, et donc tous ces points qui sont concentrés avec une adhérence qui est du coup plus importante que sous air. Donc là, il y a un réel intérêt, notamment dans ce cas précis-là de l'équipement Axis, de venir derrière optimiser les cycles d'activation. C'est-à-dire que, vu qu'on sait qu'on active 4 fois la surface, on va pouvoir espacer le passage de la torche et donc diminuer le temps d'activation de la surface complète. Voilà, donc pour conclure, je pense que je ne sais pas quel temps j'ai fait. Ce que j'ai pu montrer, c'est que le plasma à la pression atmosphérique a un réel potentiel pour venir activer les surfaces. On a également un potentiel d'optimisation des paramètres pour venir s'appliquer à l'application derrière, le matériau, le substrat, etc., le revêtement. On a montré aussi qu'il y a toutes les théories de l'adhésion permettent d'expliquer les phénomènes qui se passent entre mon substrat, mon matériau PIC et mon revêtement. L'une ne peut pas expliquer l'autre l'une ne peut pas se suffire à l'autre. Et enfin, cette approche par la dose plasma semble être une approche assez pertinente dans ce cas-là, pour venir mieux comprendre les phénomènes, mieux caractériser les évolutions et pouvoir à terme se positionner par rapport aux autres équipements. Voilà, donc bon, pour terminer, la compréhension de tous ces mécanismes d'interface va nous permettre d'avoir derrière un procédé qui est robuste et fiable. Merci pour votre attention. Merci Lucie.